Bien, merci beaucoup Katia, merci beaucoup Conrad. Merci les uns, les unes, les autres d'être encore là. Donc, comme prévu, je vais vous faire une conférence de 2 heures, suivie d'une interrogation écrite pour mesurer l'efficacité de mes propos. Et je vous corrigerai les copies par méthodologie de l'intelligence artificielle pour aller plus vite. Voilà. Bien, l'exercice que je me suis proposé est délicat et vous me direz ce que vous en pensez. Je compte sur votre mansuétude. Je m'étais dit à la fin du colloque, plutôt que de se quitter comme ça, on va essayer de faire ce que j'ai appelé une synthèse prospective, un regard sur les 2 jours qui viennent de s'écouler, et puis la prospection vers les journées qui nous attendent, les semaines, les mois, les années. Bref, que faire de ce qui s'est échangé lors de ce colloque autour des identités plurielles des psychologues d'aujourd'hui. Concernant les prospectives, 2 apparaissent assez immédiatement, d'autres un peu plus lointainement. Une publication dans les annales médico-psychologiques auxquelles tous les communicants conférenciers sont invités de proposer un résumé en septembre, mais aussi tous ceux qui ne sont pas intervenus, mais qui souhaiteraient proposer un article, un chapitre, ce sera bienvenu aussi. Et puis, seconde perspective éditoriale, nous venons d'avoir la proposition du Journal des psychologues de faire un dossier, alors moins scientifique, moins élaboré, plus concret, plus professionnel, plus pratique, pour le numéro d'octobre-novembre, suite à ces 2 journées. Donc, vous voyez, il y aura des traces, disons, des traces que j'espère non traumatiques. Et puis, deuxième perspective, sans doute un colloque, alors à Paris ou à Lyon, ça sera à voir autour des questions du langage, du dialogue, de la pragmatique, des travaux notamment de Alain Blanchet. Et puis des rencontres ou un format peut-être inventé entre webinaires, sessions, je ne sais pas quoi, autour des avenirs de la profession, puisqu'on a la chance de pouvoir être un lieu de croisement, de réflexion, des différentes obédiences qui peuvent se parler ici, et c'est pas partout qu'on peut faire se côtoyer des psychanalystes, des psychothérapeutes TCC, des chercheurs dans des domaines très scientifiques, mathématiques, etc., comme peut-être des sauvages évangélisés, etc. Des gens qui ont une approche plus philosophique ou littéraire. C'est pas partout que ça peut se faire dans notre domaine actuel de la psychologie, diversifié, parfois éclaté, etc. Alors, on a vu l'éclectisme de la psychologie d'aujourd'hui, sa pluralité, sa pluriversité sans doute, et peut-être, puisque tu citais Alain Bergson en introduction, peut-être on pourrait parler d'une sorte de kaléidoscope. Vous savez, c'est l'image que Bergson utilise pour parler en gros de ce qu'on appellerait aujourd'hui l'identité. J'ai retenu 6 éléments. Voilà, mais je vais être succinct. Premier élément, dans cette pluriversité, je me suis dit, il y a quelque chose qui ressort de la possible fin de la psychologie. J'y vais fort, hein. Telle qu'on l'entend, telle qu'elle s'est constituée depuis 150 ans. Et Katia, tu me dis, ça va être un travail de 150 ans aussi, de redéconstruire, retravailler. Voilà. Alors j'y vais fort en disant ça, mais sans doute les disciplines, les sciences, les pratiques, les méthodes de soins, etc., évoluent au cours des années, au cours des siècles, changent, etc. Et peut-être que cette fin que je ne souhaite pas, parce que je ne sais pas bien comment j'appellerais ma profession, donc je perdrais une part de mon identité, mais peut-être ça me permettrait d'en inventer une autre, enfin voilà, à voir. D'une part, elle pourrait se manifester par un certain nombre d'horizons qui nous ont été présentés pendant ces 2 jours. Par exemple, hier après-midi, dans cette même salle, le modèle belge avec 4 catégories de psychologues hiérarchisés, les sous-psychologues, les sous-psychologues, les psychologues et les super-psychologues. Ce n'est pas les termes officiels, mais ça revient à cela. Donc c'est bien non seulement un éclatement, mais un peu la fin du fameux titre unique. Et puis plus fondamentalement, l'intelligence artificielle qui nous obligera à nous poser la question de la valeur ajoutée du thérapeute sur la machine, comme elle nous obligera en tant qu'enseignants
à réfléchir à la valeur ajoutée de l'enseignant sur la machine face à l'intelligence artificielle, notamment générative. Et donc là, on a la possibilité d'entrevoir une profonde mutation, pas forcément une disparition, une profonde mutation de notre profession. Deuxième élément, j'avais intitulé cette synthèse prospective, je l'ai préintitulé ce qui pourrait être un slogan, c'est peut-être un peu fort, mais enfin une ligne de ralliement, former les psychologues de demain et fabriquer la psychologie d'après-demain, c'est-à-dire à la fois la pratique et la formation et la science et la théorie, etc. Alors, commençons, troisième point, par la formation. Donc, il a été question de beaucoup de choses autour d'une licence disciplinaire, un niveau master, et puis une 6e année ou un doctorat d'exercice. Je ne vais pas refaire tous les débats, mais en tout cas, ça pose la question de la formation des psychologues, avec sans doute une formation en France qui est un peu sous-dimensionnée par rapport à ce qui se pratique partout ailleurs de par le monde, et notamment en matière de formation des psychothérapeutes. Je ne vais pas vous redire l'histoire, mais il est important que nous nous emparions de ces questions-là et nous pouvons être un espace de réflexion, de proposition et sans doute d'expérimentation avec nos étudiants de ces différentes perspectives. Autour de la formation se pose aussi la question de non seulement la formation des psychologues, mais à plusieurs reprises, et notamment Jean-Michel Longueval ce matin, vice-président de la métropole Grand Lyon, l'évoquait. Il y a la formation des psychologues, mais il y a aussi la formation à la psychologie, dans la perspective d'un master en psychologie qui ne serait pas l'ouverture au titre de psychologue. Et Longueval disait que ça pourrait être utile que la psychologie soit enseignée dans l'enseignement supérieur, dans les écoles de commerce, auprès des gens qui font du droit, auprès des médecins ô combien, etc., qu'elle se diffuse au-delà des seuls candidats au métier et au titre de psychologue. J'ajouterais qu'il serait peut-être pas inutile que la psychologie soit également enseignée au lycée. Ce qui ferait que ça serait plus une découverte d'une science qu'on ne découvre qu'après le bac, et puis que ça pourrait sans doute être utile aux adolescents qui sont dans les collèges et les lycées. La table ronde du début d'après-midi ici, aujourd'hui, m'a inspiré aussi un vrai souci tout de même à développer dans les universités et dans notre école, autour de l'accompagnement à l'insertion socio-professionnelle des jeunes diplômés en psychologie, avec une précarisation, une paupérisation, une ubérisation. Enfin là, il y a quelque chose dont j'ai pris conscience, dont je n'avais pas autant conscience avant ces 2 jours, qui ont donc été une expérience transformatrice pour moi, et je l'espère pour notre institution. Quatrième point, la question de faire science, comme a dit ce matin Cyril Tarquinio, l'attraction, la répulsion vis-à-vis de la science. Est-ce que la science est forcément mathématique, objective, etc. Je ne vais pas reprendre tous les débats épistémologiques, mais on voit bien que c'est un grand axe de questionnement de notre métier, de notre profession. Dans quelle mesure est-ce une discipline? Dans quelle mesure est-ce une discipline scientifique? Sachant que l'aspect quantitatif a été considérablement développé par les machines. Quand je disais l'intelligence artificielle va modifier les pratiques, l'informatique a complètement rendu possible la surenchère aux statistiques dont nous sommes les témoins, voire les victimes aujourd'hui. Et il n'y aurait pas autant de méta-analyse, où il n'y aurait pas autant de mesures scientifiques, il n'y aurait pas autant de statistiques si nous n'avions pas d'ordinateur. Voilà, je ne vais pas faire le vieux schnock, mais j'ai appris à classer les résultats d'enquête qualitatives avec des fiches, avec des épingles qui permettaient par trous différents de classer par tas les significations des mots, etc. Donc on n'allait quand même pas bien loin, et on risquait pas beaucoup le terrorisme scientifique auquel on pourrait éventuellement craindre de succomber aujourd'hui. J'ai été interloqué aussi, parce que j'en avais pas conscience, et ça rejoint la question qui a été posée par l'un de vous, sur au fond, ça sert à quoi les études qu'on fait maintenant? Et c'est une vraie question quand on nous apprend que je ne sais plus combien de pourcents des études en psychologie ne sont pas reproductibles. Donc du coup, quelle est la validité, etc., de ce que nous enseignons? Alors je me souviens avoir participé à un colloque, etc., avec des collègues de Genève qui avaient étudié ce qu'on enseignait aux étudiants
en médecine, en droit, en psycho, etc. Et ils avaient objectivé, alors il faudrait reprendre l'étude dans le détail, je n'ai pas la citation, je m'en excuse, mais ils revenaient à peu près à la même conclusion, c'est-à-dire que 50% de ce qui était enseigné aux différents étudiants qu'ils ont pris en considération était soit faux, soit dépassé, soit inutile. Et puis les autres 50% étaient issus de ce qu'avaient appris leurs profs pendant qu'ils faisaient leurs études, c'est-à-dire ça avait 20 ans de retard. Je ne dis pas que nous en sommes à ces extrêmes, mais en tout cas, c'est quand même des questions fondamentales quand on fait de la formation de l'enseignement et qu'on prépare nos futurs collègues à l'exercice de notre profession. Alors, je passe sur cet aspect scientifisation de la psychologie, sur l'opposition rappelée hier par Sicone chez Lagache entre le naturalisme et l'humanisme. Mais dans un des débats, dans plusieurs des débats, j'ai observé quand même, à propos de cette ambivalence vis-à-vis de la science dont font part les psychologues et qui traversent la psychologie, que la figure de la médecine est à la fois une figure repoussoire, on ne veut surtout pas être médecin, on ne veut surtout pas être sous les ordres des médecins, etc. Et en même temps, du coup, ça dit que c'est une figure attractive, on aimerait bien avoir le pouvoir qu'ont les médecins, enfin, il y a quelque chose à élucider dans ces rapports de force, d'autorité et de domination. On a revu qu'une opposition traverse la psychologie depuis 100 ou 150 ans entre les courants psychanalytiques et les courants behavioristes, etc. Ça ne nous a rien appris, mais on s'aperçoit que ce combat est toujours là. Alors, il n'est pas aussi Bambi ou Godzilla qu'on peut le croire, mais c'est toujours la même histoire qui traverse notre épistémologie, qui traverse notre identité, et peut-être qu'on n'en sortira jamais, ou peut-être qu'on en sortira par des voies inattendues. Je pense que l'épigénétique est une perspective qui renoue différemment cette opposition entre ce qui fonctionne par la parole et ce qui fonctionne par des pratiques somato-affectives, quelque chose comme ça. Bon, faudrait qu'on creuse, je ne vais pas vous retenir trop longtemps. En tout cas, on retient que ce qui opère, c'est ce que fait le thérapeute ou le psychologue et que ça dépend de sa personne. Ça, on le savait déjà, mais c'est amplement vérifié, consolidé, etc. Du coup, c'est vous former les psychologues d'aujourd'hui et de demain, c'est former des belles personnes. Mais alors, c'est quoi une belle personne ? Comment on forme les gens à être des êtres humains dignes, respectueux, attentifs, talentueux, etc. Voilà une question pédagogique majeure. Cinquième et avant-dernier point, il a été à plusieurs reprises fortement question des rapports, ou de l'absence de rapport plutôt, entre la psychologie et le politique. Peut-être que la psychologie a déserté le politique. Alors, on le voit bien avec des gens comme Georges Politzer et Oleg Vygotsky, qu'il y a des psychologues qui sont morts de leurs engagements politiques. Donc, il n'y a pas un apolitisme natif de toute la psychologie. Mais globalement, la psychologie est assez peu présente sur deux scènes qu'elle devrait récupérer ou réoccuper. C'était ce que j'entendais par le recouvrement des disciplines voisines qu'a cité Longueval ce matin. Les deux voies que la psychologie devrait reconsidérer, ou sur lesquelles elle doit s'interroger, qui sont autour de son rôle politique, c'est la fonction critique qu'elle a désertée au profit de la sociologie, qui envahit totalement le champ. Et je n'ai rien contre la sociologie, mais on pourrait lire autrement une critique sociale ancrée dans des savoirs du côté de la psychologie sociale et du travail, etc. Et puis l'autre domaine, c'est l'intervention sociale, la réduction des injustices, l'amoindrissement des souffrances. Enfin, j'ai été touché par votre témoignage qui parlait de cela mieux que je ne saurais le faire. En tout cas, il y a là un enjeu. Être psychologue, c'est pas seulement développer le care, ou alors le care est politique, quelque chose comme ça. Dans un monde brutal, enfin ce que j'ai essayé de dépeindre hier matin avec mes couteaux tranchants et mes bagarres, si vous vous souvenez de mon propos. Et nous en arrivons au sixième et dernier point. J'ai été intéressé par une dualité entre une approche autour des régulations et une approche autour des tensions. Il me semble que c'est peut-être une autre manière de lire les courants en psychologie. Il y a des courants qui visent ou qui aspirent ou qui travaillent la régulation, et d'autres courants qui mettent l'accent sur les tensions.
les contradictions, les paradoxes, etc. Du côté de la régulation, bien, j'ai noté deux choses parce que c'est revenu dans pratiquement toutes les communications ou à peu près. La réflexivité et l'alliance, hein, qui sont deux manières d'espérer, d'aspirer à quelque chose de régulateur, mais je n'oublie pas la régulation interactive, somato-affective, etc. Et puis, du côté des tensions, ben, ce que rappelait Katia, ce qui était un peu à l'arrière-plan du propos d'Albert Sicone hier soir, ce qui était un peu au début de la première table ronde avec les prises de position parfois virulentes de certains, la conflictualité. Et comment mettre au travail les conflictualités de champ, de savoir, de discipline, d'objets et de représentation de la profession et d'inscription dans un statut social de l'exercice de cette profession. Voilà, du pain sur la planche. Alors, soit on va vers le repli identitaire. Alors, j'ai entendu un peu ça dans la revendication du code de déontologie qui devient le truc qu'on porte comme un manifeste ou un saint graal ou je sais pas quoi. Et puis la fameuse spécificité du psychologue ou de l'humain, enfin tout ça c'est peut-être du repli défensif. Soit on prend le parti résolument de la pluralité ou de la pluriversalité et quitte à abandonner l'idée d'un conseil de l'ordre, allons, comme tu le suggères Alain, vers un collège des psychologues de France. Ce n'est pas le collège de France des psychologues, ça sera l'étape suivante. Je vous remercie beaucoup, beaucoup de votre attention, de votre venue, de votre présence. Merci. Merci du fond du cœur. Merci encore et grand, immense merci donc à Mathilde Moisseron-Baudet et Lionel Strub qui ont fait un travail. Vous savez, et puis alors Odile, et puis alors Estelle, et puis alors Noélia, et puis alors toute l'équipe, Anne, Alain, etc. Je voudrais juste dire que ce qu'ils ont fait, Karine, je voudrais juste dire que le travail que vous avez tous fait ensemble, sous votre égide, mais tous ensemble aussi, c'est le travail qui ne se voit pas. Et quand il est réussi, c'est qu'il ne se voit pas. Et la preuve que le travail est fait, c'est qu'on ne le voit pas. Grand merci.